Bonjour, cette vidéo portera sur la trilogie des tests. Elle comprend le test de Likelihood Ratio, le test de Wald et le test du multiplicateur de Lagrange. Nous aborderons donc les tests de la trilogie. Nous commencerons par le test de Likelihood Ratio, nous continuerons avec le test de Wald, nous verrons ensuite le test du multiplicateur de Lagrange et nous finirons en comparant les trois tests. Pour chacun des tests, nous verrons la partie théorique, puis nous ferons une application à l'aide du logiciel SAS. Avant de commencer, nous allons définir certaines hypothèses. Nous allons considérer un vecteur θ comme un estimateur du maximum de vraisemblance, avec une distribution finie inconnue mais une distribution asymptotique suivant une loi normale. Nous considérons que le problème est régulier. Nous ne verrons que le cas d'échantillons non conditionnels, mais le principe reste le même avec un échantillon conditionnel. Nous ne verrons que des contraintes linéaires, sauf pour le test de Wald, et nous considérons pour chacun des tests un niveau de risque alpha égal à 5%. Pour la suite, nous utiliserons le même échantillon X suivant une loi normale de paramètres mu et sigma carré. Il sera généré à l'aide du logiciel SAS. Nous avons donc notre vecteur θ égal à mu sigma carré. Nous avons ici notre fonction de densité de la loi normale. Elle nous permet de calculer notre fonction de vraisemblance, que nous passons en log pour simplifier les calculs, et que nous développons ensuite. Ce sera la forme développée que nous utiliserons pour nos calculs. Commençons par le test de Likelihood Ratio. Pour ce test, nous considérons l'hypothèse suivante. H0 θ égale à 0,1 contre H1 θ différent de 0,1. Notre statistique de test est un rapport entre log vraisemblance. Nous avons la log vraisemblance sous H0, celle qui est contrainte par l'hypothèse nulle, moins la log vraisemblance sous H1, celle qui est non contrainte par l'hypothèse nulle et estimée via maximum de vraisemblance. On sait que la log vraisemblance sous H1 est supérieure à la log vraisemblance sous H0 car elle n'est pas soumise à des contraintes. Nous avons donc un résultat négatif. Néanmoins, pour avoir notre statistique de test, il nous faut d'abord multiplier par moins 2. Nous avons donc un résultat négatif multiplié par moins 2 qui nous donne un résultat positif. De plus, nous savons que notre statistique de test sous l'hypothèse nulle et sous condition de régularité du problème suit une loi du qui2 à p degrés de liberté. Sachant que notre statistique suit une loi du qui2, nous pouvons donc maintenant établir la région critique asymptotique du test. Si la statistique est supérieure à la valeur critique à 1 moins alpha% de la loi du qui2 à p degrés de liberté, alors nous avons un rejet de H0. Dans le cas contraire, nous avons un non-rejet de H0. En ce qui concerne la p-value du test, elle est égale à 1 moins la fonction de répartition de la loi du qui2 à p degrés de liberté au point de la statistique de test. Passons désormais à l'application sous SAS. Nous utilisons la procédure IML qui nous permet de faire du calcul matriciel. Nous générons notre échantillon X suivant une loi normale de paramètre 0,1 avec 1000 observations. Nous utilisons un SID afin de toujours générer le même échantillon. Notre hypothèse nulle reste la même, nous avons mu égale à 0 et sigma 2 égale à 1. Nous calculons donc notre fonction de log vraisemblance sous H0 en remplaçant les paramètres par l'hypothèse nulle. Pour calculer la fonction de log vraisemblance sous H1, nous devons d'abord estimer nos deux paramètres par maximum de vraisemblance. Nous calculons ensuite cette fonction de log vraisemblance sous H1 en remplaçant les paramètres par nos estimateurs. Nous calculons ensuite notre statistique de test, notre valeur critique et notre p-value. Nous pouvons observer que notre valeur critique est supérieure à notre statistique de test et que notre p-value est supérieure à alpha égale à 5%. Nous avons donc un rejet de H0, ce qui est normal car nos hypothèses sont mu égale à 0 et sigma 2 égale à 1 et notre échantillon a été généré à partir d'une loi normale mu égale à 0 et sigma 2 égale à 1. Passons désormais au test de Wald. Nous gardons les mêmes hypothèses, H0 θ égale à 0,1, H1 θ différent de 0,1. Pour le test de Wald, il faut savoir que la statistique de test est différente en fonction de si nous avons des contraintes linéaires ou non linéaires. Dans le cas de contraintes linéaires, notre équation possède trois blocs. Nous avons le premier et le troisième qui sont exactement les mêmes, le premier étant transposé. Ces blocs contiennent une matrice R, multipliée par notre estimateur θ chapeau sous H1, moins notre vecteur Q. Dans notre cas, notre matrice R est égale à 1, 0, 0, 1, notre estimateur est égal à mu chapeau, sigma 2 chapeau, et nous avons notre vecteur Q égal à 0,1. Cette équation représente l'écart à l'hypothèse nulle. Le deuxième bloc est à la puissance moins 1, et nous avons la matrice R que multiplie l'estimateur de la matrice de variance-covariance de notre estimateur θ, multiplié par R transposé. Pour calculer notre statistique de test,
il ne nous manque plus qu'à trouver l'estimateur de la matrice de variance-covariance. Pour cela, sous hypothèse de régularité du problème et sous H0, nous avons que notre estimateur de la matrice de variance-covariance est égal à l'inverse de la matrice d'information de Fisher de l'échantillon. L'estimateur de cette matrice d'information de Fisher se calcule de trois façons. Nous avons comme premier estimateur la somme des matrices d'information de Fisher individuelles estimées. Le deuxième est le gradient estimé au point θ chapeau fois le gradient estimé au point θ chapeau transposé. Et notre dernier estimateur est l'espérance de moins la hessienne estimée au point θ chapeau. C'est cet estimateur que nous utiliserons pour la suite. Concernant notre statistique de test, nous avons qu'asymptotiquement, la statistique de Wald suit aussi une loi du T2 à p degrés de liberté. Notre région critique est donc la même que pour le test de likelihood ratio. Si notre statistique est supérieure à la valeur critique à 1 moins α% de la loi du T2 à p degrés de liberté, nous aurons un rejet de H0. Dans le cas contraire, nous avons un non-rejet de H0. La p-value est elle aussi égale à 1 moins la fonction de répartition de la loi du T2 au point de la statistique de test. Passons désormais au cas de contrainte non linéaire. Notre hypothèse de test devient H0 c de θ égale à 0,1 contre H1 c de θ différent de 0,1, où c de θ est une fonction vectorielle définie comme θ compris dans Rk, θ de dimension K1 avec K le nombre de paramètres, et c de θ compris dans Rp avec c de θ de dimension P fois 1 avec P le nombre de contraintes. Notre statistique de test se définit désormais comme l'équation numéro 3. Passons désormais à l'application. Nous générons là encore notre échantillon X suivant une loi normale de paramètres 0,1 avec 1000 observations. Nous définissons notre matrice R et notre vecteur Q. Nous estimons nos deux paramètres par maximum de vraisemblance. Nous calculons ensuite la matrice hessienne. Nous calculons ensuite notre matrice d'information de Fisher de l'échantillon pour calculer notre estimateur de la matrice de variance-covariance. Nous calculons ensuite notre statistique de test, notre valeur critique et notre p-value. Là encore, nous remarquons que la valeur critique est supérieure à notre statistique de test et que notre p-value est supérieure à alpha égale à 5%. Nous avons donc là encore un non-rejet de H0. Nos paramètres sont donc significativement égaux à 0 et 1, ce qui est là encore parfaitement normal car notre échantillon est généré à partir d'une loi de paramètres 0 et 1. Passons désormais au test du multiplicateur de Lagrange, ou appelé aussi test du score. Nous avons toujours la même hypothèse que précédemment, H0 θ égale à 0,1 contre H1 θ différent de 0,1. Notre statistique de test est calculée sous H0. Elle se calcule avec le score estimé au point θ H0 et la matrice de variance-covariance estimée au point θ H0. Néanmoins, on ne peut observer le score. Nous utilisons donc son estimateur, le gradient. Comme pour les deux autres tests, notre statistique de test suit une loi du T2 à p degrés de liberté sous H0. Notre région critique est aussi la même. Si notre statistique de test est supérieure à la valeur critique à 1 moins α% de la loi du T2 à p degrés de liberté, nous avons un rejet de H0. Et la p-value est égale à 1 moins la fonction de répartition au point de la statistique de test. Passons désormais à l'application sous SAS. Nous gardons le même échantillon que pour les deux autres tests. Nous gardons les mêmes hypothèses, μ égale à 0 et σ2 égale à 1. Nous calculons notre gradient au point θ H0. Nous calculons notre matrice hessienne. Nous calculons ensuite l'estimateur de la matrice d'information de Fisher pour pouvoir calculer l'estimateur de notre matrice de variance-covariance. Nous calculons ensuite notre statistique de test, notre valeur critique et notre p-value. Nous remarquons que notre valeur critique est là encore supérieure à notre statistique de test et que notre p-value est supérieure à 5%. Nous avons donc là encore un non-rejet de H0. Nous pouvons maintenant comparer les trois tests. Nous savons que chacun des tests suit asymptotiquement la même loi, qui est la loi du T2 à p degrés de liberté. Cela signifie qu'asymptotiquement, chaque test arrivera à la même conclusion, que ce soit le rejet ou le non-rejet de H0. Mais cela n'est pas vrai en distance finie. Nous générons un échantillon de cette fois seulement 50 observations d'une loi normale de paramètres 0 et 1. Nous gardons nos mêmes hypothèses, H0 θ égale à 0,1 et H1 θ différent de 0,1. Nous faisons nos trois tests et nous voyons que seul le test LR ne rejette pas l'hypothèse nulle. En effet, le test de Wald et le test de LM rejettent l'hypothèse nulle alors que notre échantillon a été généré par une loi de paramètres 0 et 1. Nous en avons maintenant fini avec la trilogie des tests. Merci beaucoup pour votre attention.